Gaël Guyader, je travaille chez Renault et je fais de la qualité sonore en recherche depuis une dizaine d'années, de la perception sonore. Quand Jean-Dominique Pollack m'a demandé de venir présenter, de participer, il m'a expliqué qu'on allait parler d'ambiance sonore urbaine. Donc j'ai essayé de cibler la présentation pour voir un petit peu quelles étaient les influences de l'automobile en particulier sur cette ambiance sonore urbaine, en essayant de retracer un petit peu un historique de la qualité sonore au design sonore. Alors je pense qu'il y a certaines définitions qui seront pas partagées par tout le monde, mais qui pourront peut-être amener au débat. Voilà, donc j'ai une présentation en 3 parties assez simple, hein. Je pose d'abord un premier cadre assez théorique pour qu'on parle tous bien de la même chose, ou en tout cas que mon discours soit à peu près audible et compréhensible. Une deuxième partie où je parle de qualité sonore et une troisième partie où j'essaye d'avoir une projection un petit peu plus futuriste et parler de design sonore. Alors en premier lieu, je me suis posé la question finalement, quelle est l'implication des véhicules et comment est-ce que se décompose la contribution des véhicules dans l'ambiance sonore urbaine. Pour rebondir sur ce que disait un petit peu Henri Torg, quelles sont les émergences principales en fonction des situations de roulage. Alors j'en ai découpé 4 sur un graphique qui est totalement théorique, hein, c'est pas des données mesurées, mais c'est bien pour exprimer. 4 zones et 3 contributions. Donc la première contribution, celle du bruit généré par l'écoulement de l'air autour du véhicule. La deuxième, qui est en noir, hein, sur le graphique. La deuxième contribution, celle du bruit de roulement, donc du contact du pneu sur la chaussée, en vert sur le graphique. Et la troisième contribution, en rouge sur le graphique, le moteur, qui lui décroît, contrairement aux 2 autres sources, en contribution. Alors c'est pas du niveau de bruit en décibels, c'est bien la contribution en pourcent du bruit global du véhicule qui décroît avec la vitesse. J'ai découpé en 4 zones un petit peu arbitraires et qui correspondent à des zones assez françaises, mais pas forcément internationales. Donc, en partant du plus rapide et en allant jusqu'au plus lent, qui sera celui sur lequel je focaliserai après. Donc, sur autoroute, à des vitesses assez élevées, de l'ordre de 130 km/h, la contribution principale est celle du bruit de l'écoulement d'air. Et éventuellement du bruit de roulement, mais très peu du moteur. En termes de contribution à l'ambiance sonore, pour un petit peu activer la mémoire et que tout le monde soit sur la même image que moi, quand vous êtes sur une aire d'autoroute et que vous écoutez les véhicules passer, qu'est-ce que vous entendez comme bruit? Est-ce que vous entendez du moteur, du roulement ou de l'air? Donc moi je me suis posé la question en faisant la présentation. J'ai pas su répondre vraiment en termes d'ambiance sonore si c'était de l'air ou du roulement, mais en tout cas c'est pas du moteur, c'est certain. Sur route, c'est un petit peu plus mitigé et ça va être beaucoup plus dépendant de la façon de conduire, du comportement que va avoir le conducteur, un petit peu de son éducation, alors, et aussi de ce qu'il veut peut-être faire ressortir de sa propre personnalité. Bon, même si on a des 4 roues et pas des 2 roues, il y a peut-être un petit peu de ça sur route. En ville, et pour des vitesses inférieures à 50 ou 20 km/h, en ville ou en manœuvre, la contribution est complètement différente. Là, on a une vraie contribution du moteur, une contribution du bruit de l'écoulement d'air qui est faible, voire complètement négligeable, et une contribution du bruit de roulement, alors que j'ai symbolisé ici par un trait, mais j'aurais pu très bien faire une surface beaucoup plus grande, parce qu'en fonction du revêtement, on va avoir une contribution qui va être largement différente. Prenez pour exemple une route en goudron assez lisse et une route en pavé, la contribution du bruit de roulement n'est pas du tout la même. Voilà. Il me semble que pour répondre à la question, ce qui nous intéresse, c'est principalement les situations de ville et les situations très très lentes de manœuvre. Donc j'ai focalisé le reste de la présentation sur le bruit moteur. Avant de parler du bruit moteur, je veux juste aborder ce qui, à mes yeux, est l'ordre 1, le facteur le plus influençant l'ambiance sonore urbaine, c'est le côté normatif. À l'ordre 1, les normes influencent l'énergie sonore qu'on a dans les villes. On ne normalise pas l'ambiance sonore, mais
on normalise les sources, en tout cas les véhicules motorisés, 2 roues, 4 roues. Donc j'ai pris un graphique sur un document de la CEA montrant l'évolution du niveau de bruit normalisé pour les véhicules entre la première norme en 1970 et la dernière norme en date qui date de 2000. Alors ce qu'il faut quand même noter, c'est que d'un point de vue normatif, le bruit des véhicules motorisés, de chaque véhicule, a été réduit de 90%. On est passé d'une norme de 82 dB à 74 dB, c'est un petit peu plus de 90%. Néanmoins, si j'en crois ce que disait Henri Torg sur les statistiques, ça reste une source de bruit majeure et qui amène un certain nombre de plaintes. Pourtant, normalement, les riverains sont protégés par des normes de bruit dits acceptables en façade. Alors, est-ce qu'on parle de l'acceptabilité des émergences ou du bruit de fond? Je ne saurais pas le dire, mais la norme donne un niveau qui est différent en période diurne et en période nocturne. Donc, dans tous les pays, le bruit acceptable en façade est moins important en période nocturne qu'en période diurne. Pour autant, on ne réduit pas le bruit de chaque véhicule la nuit, mais on réduit plutôt le flot de véhicules. Ce qui est intéressant à noter, peut-être que ça peut amener un élément de réponse sur la question de la personne qui posait la question sur le silence dans les villes allemandes. On a des normalisations de bruit en façade qui sont différentes et assez étonnant, plus élevées en période diurne en Allemagne qu'en France. Donc, est-ce que c'est uniquement dû à une énergie sonore différente que vous avez eu cette sensation, ou alors à une qualité sonore différente, pourtant avec plus d'énergie? Je pense que ce serait une bonne question à se poser. Voilà. Sorti de ce cadre normatif où bon, on va normaliser l'intensité sonore, mais absolument pas la qualité sonore, je me suis posé la question, et je vais essayer de vous amener un petit peu des éléments sur ce que nous, on met en œuvre pour la qualité sonore et comment est-ce qu'on s'y prend pour la qualité sonore de nos moteurs. La qualité sonore, c'est un bien grand mot, mais qui répond finalement à un processus qu'on a mis en place, qui est assez standard, hein, qu'on utilise nous, qui est de détecter des défauts, de les objectiver, de les rendre objectifs, donc de calculer des métriques, des grandeurs physiques sur ces signaux qui nous permettent de mettre sous contrôle les événements sonores, les émergences, encore une fois, qui font l'objet de l'étude. Pour ça, on fait appel à des clients experts, des clients extérieurs à Renault ou des panels d'experts pour venir juger des sons, des bases de sons qu'on a générées, qu'on a soit enregistrées et modifiées, de manière à créer un certain nombre de cotations, de préférences ou de cotations d'audibilité d'une source ou d'une autre. À partir de ça, on fait un certain nombre d'opérations de traitement du signal pour arriver à objectiver une source. Pour pas rester trop dans l'abstraction et prendre quelque chose d'assez concret, j'ai pris un cas qui est assez typique, qui est celui des sonorités diesel. Alors, désolé, mais c'est un graphique un petit peu pas forcément facile à lire. J'ai mis tout à fait à gauche, il y a une échelle temporelle qui part de 1990, la première flèche, et qui s'arrête en 2000, je ne sais pas combien, mais on n'arrêtera probablement pas les diesels tout de suite. Où je commence avec une échelle où on avait des claquements. Alors, le claquement diesel, c'est le bruit caractéristique que fait un diesel, que faisait un diesel. Et sur la partie basse du graphique, j'en parlerai plus tard, je décoderai plus tard le pourquoi j'ai mis cette part de marché. En fait, on a travaillé sur l'objectivation du claquement, parce que on s'est rendu compte assez rapidement qu'un spectre seul, en niveau, ne suffisait pas pour caractériser la différence de qualité sonore entre un essence et un diesel. Il s'avère que ça fait appel à des dimensions différentes que celles d'un simple niveau, qui sont plutôt de l'ordre de la modulation. Donc on a travaillé sur les outils de traitement du signal qui nous permettent de mettre en avant ces attributs spécifiques des sonorisations diesel. Donc là, c'est un exercice sur 2 sons, hein, où on voit un son sur lequel on a 2 taches rouges.
qui correspondent à des claquements perçus, et un son avec 2 taches moins rouges, après un certain traitement, qui sont perçus comme des sons moins claquants. Donc voilà un premier son, et un deuxième son qui... marchait tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous avez entendu les différences assez nettement, mais il y a un son qui claque plus que l'autre, qui a des attributs sonores différents. Voilà, donc ça c'est vraiment le travail de qualité sonore, détecter des défauts ou des émergences, objectiver ces défauts ou ces émergences en les rendant calculables, et réduire ces émergences pour améliorer la qualité sonore. Ce que j'ai mis en bas, c'est des pourcentages de vente, de marché des diesels en France. En 1997, on avait à peu près 22-23% de diesel qui étaient vendus par rapport au parc global automobile. En 2007, c'est plus de 70%. Alors, je suis pas en train de dire, attention, parce qu'il y a beaucoup d'acousticiens dans la salle qui vont sortir en disant c'est grâce à l'acoustique. Non, c'est pas que grâce à l'acoustique, mais la question c'est, si on n'avait pas fait des progrès en termes de qualité sonore sur les bruits diesel, est-ce qu'on en serait arrivé là en termes de part de marché pour pour ces motorisations? À titre personnel, je ne le pense pas. Voilà. J'ai pris un exemple assez concret de développement de la qualité sonore. Je ne vais pas faire toutes les sources des véhicules, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Par contre, j'ai trouvé assez intéressant de regarder finalement l'évolution acoustique et l'évolution de la qualité sonore sur 4 véhicules, alors que j'ai réenregistré récemment, mais des véhicules assez anciens, donc Viva 4 chevaux, et des véhicules un peu plus récents, l'R5 et la Clio, qui est un véhicule qui est dans la rue actuellement. Alors les sons sont assez longs. Voilà, je ne sais pas si beaucoup de monde a pu reconnaître. Un petit peu plus court. Ça a l'air déjà plus familier. Voilà, et le dernier. Donc il n'a pas la même dynamique. Voilà. Je ne vais pas analyser chacun des sons, c'est pas du tout l'objet, mais il y a des différences entre chacun des sons. Je pense qu'elles sont assez audibles. Ce que moi j'ai envie de retenir de ces sons, c'est que sur les premiers sons que je vous ai fait écouter, la Viva 4 et la 4 chevaux, il y avait une très forte contribution du moteur et rien d'autre à côté. La vie à côté du moteur n'existait pas dans le véhicule. Sur la R5 et la Clio, on entend d'autres émergences que celles du moteur. Parce que à chaque fois qu'on réduit une source, on a un certain nombre d'autres sources qui émergent.
Donc finalement, si on veut systématiquement continuer la démarche de qualité sonore en réduisant une émergence de façon stricte, systématiquement, on va avoir d'autres émergences qui vont apparaître, et c'est un travail qui va être assez difficile. Oui. Reprenez votre question. J'ai pas du tout fait l'analyse de ce son, je l'ai enregistré et pris comme un exemple, hein, mais on peut le réécouter. Oui, enfin, c'est peut-être très subjectif, hein, mais moi, ça me donnait l'impression d'entendre aussi toutes les vibrations métalliques du véhicule, en plus du moteur. Mais c'est peut-être très subjectif. J'ai pas fait l'analyse du son et des contributions, donc je peux pas vous dire, mais moi, je l'entends plus comme une contribution moteur. Après, effectivement, ça peut se discuter. En tout cas, c'est de la Clio qu'on disait qu'elle avait toute une grande, hein, c'était ça, non? C'était oui. Pas le slogan. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a une grosse différence entre la R5, je trouve, et la Clio. Est-ce qu'il y a eu là, du coup, un véritable bond en avant sur le plan de la qualité sonore de l'habitacle? Ou non? Non? Ah oui. Pas plus que ça, oui. Je pense que vous pouvez l'écouter et juger par vous-même. Il va falloir monter un petit peu pour la Clio. Ouais, c'est très probant. Déjà. Voilà, bon, je vous laisserai juger par vous-même sur les sons. Je pense qu'il y a pas mal de... En tout cas, moi, j'ai eu les deux, et j'ai vu la différence, à titre personnel. Donc, effectivement, quand on réduit une source, en termes de qualité sonore, quand on réduit une source, on a une autre émergence qui va prendre la place. Finalement, est-ce qu'on cherche systématiquement à réduire? C'est un peu un travail sans fin à faire. Ce qu'on va plutôt chercher à faire, c'est d'avoir un bon équilibre, d'avoir quelque chose d'homogène en termes de sonorité. Et donc, quelque part, faire un peu de design sonore. Désolé, c'est une transition un petit peu difficile vers la partie d'après, mais voilà. Finalement, qu'est-ce que c'est le design sonore? Est-ce que c'est différent de la qualité sonore? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense c'est une définition qui ne sera pas forcément partagée par tout le monde à la fin, qui amènera peut-être un peu de discussion. Mais en tout cas, moi, je pense qu'elle est aussi intéressante comme définition à prendre. Et je me base là-dessus pour dire, finalement, le design sonore, c'est ce qui arrive maintenant. En particulier, on va avoir une rupture au niveau des véhicules. Alors, pour mettre les véhicules électriques de Renault qui vont sortir dans les 2 prochaines années, la gamme de véhicules électriques a comme caractéristique d'être silencieuse. C'est ce qui se dit. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette notion de silence. Je reprends mon graphique de départ avec les contributions du moteur, de l'écoulement de l'air et de la source de roulement. Ça, c'est pour un véhicule thermique. Si je passe à un véhicule électrique, j'enlève le moteur et je mets une contribution de véhicule électrique à la place, donc je l'ai mis en bleu. Elle est complètement différente de celle du moteur thermique, c'est certain. Néanmoins, quand on met une motorisation électrique, on n'enlève pas l'air qui est autour du véhicule, donc l'écoulement d'air sera toujours là. On n'a toujours pas enlevé les pneumatiques, donc le contact pneu-chaussée sera toujours là et on aura toujours du bruit de roulement. Est-ce qu'on peut se projeter assez rapidement pour dire que sur les aires d'autoroute, l'ambiance sonore ne devrait pas changer fondamentalement avec les véhicules électriques? Si on en croit ce graphique, a priori. Sur route, le changement devrait être aussi assez minime. Là où on va avoir un vrai bénéfice en termes d'émergence et d'acoustique, finalement, c'est sur les villes, donc les faibles vitesses, villes, et les manœuvres, ou le ralenti, on pourrait même dire, puisqu'il n'existera plus. Pour aller un petit peu plus loin sur cette notion de silence,
et parce que il y a un certain nombre de comparaisons à faire, je vais là aussi vous soumettre la question sur la base de 2 sons, donc 2 enregistrements, donc pour la partie manœuvre à 10 km/h. Ces 2 véhicules, enregistrés dans une ambiance sonore donc sur les pistes extérieures, donc il y a un peu des oiseaux, il y a un peu des motards au loin, et c'est un véhicule qui va passer devant vous à une vitesse très faible. Voilà. Une moto au loin. Il est passé là. Un deuxième véhicule. Voilà, donc ça c'était à 10 km/h, je pense que vous avez dû entendre des différences. Je vous dirai pas exactement ce qu'il y a derrière les véhicules, mais est-ce que c'était complètement silencieux? C'est ça la question. Ce qu'on voit sur le graphique à droite, et qui a été extrait d'un article, c'est qu'effectivement par rapport aux véhicules existants actuellement, aux véhicules thermiques, on va avoir des différences de niveau d'énergie sonore produites par ces véhicules pour des vitesses inférieures à 15 km/h. Ce qui veut dire que si je vous fais écouter maintenant un son à 40 km/h, c'est plus loin. Voilà. Tout ça pour illustrer que ça reste une question. Le silence, et j'ai bien apprécié la présentation d'Henri Torck parce que c'est vrai que le silence est relatif non seulement au bruit de fond, mais aussi aux émergences qu'on va pouvoir y déceler ou pas. Voilà. Alors, comme il me reste que 5 minutes, je vais aller un petit peu vite pour la fin, mais finalement, le design sonore tel que on pourrait l'interpréter pour les générations de véhicules à venir, c'est finalement comment gérer ce silence, comment gérer cette absence de bruit. Les acousticiens ont travaillé 40 ou 50 ans pour réduire le bruit des véhicules. Maintenant qu'on arrive à des véhicules qui sont plus qu'acceptables en termes de bruit extérieur, on en arrive à un paradoxe parce qu'on a un certain nombre d'éléments qui sortent sur des rapports d'accidentologie. Voilà, comment ne pas mettre en situation de risque des piétons, des usagers de la route avec des véhicules qui pourraient être jugés trop silencieux. Néanmoins, en acousticien, comment est-ce qu'on peut aussi faire bénéficier à tous les riverains, non seulement chez eux, mais aussi les usagers de la route dans les parcs. Je rebondis sur les espaces calmes dans les villes. Comment est-ce qu'on gère ce compromis entre ces deux axes qui, a priori, vont aller auront du mal à être conciliés. Donc nous, on travaille sur ce compromis-là, actuellement, en termes de compréhension de la perception. Quels sont les indices sonores qui nous permettent de détecter un véhicule? Qu'est-ce qui nous permet de bien gérer ce compromis? Parce que la réponse est pas simple. Voilà. Je termine par deux sons qui pourraient illustrer finalement l'ambiance sonore des villes de demain, enfin une comparaison. Alors là, c'est des enregistrements qui sont faits assez rapidement, mais il y a un véhicule thermique, donc qui fait une marche arrière, donc des manœuvres. Hein, les véhicules vont tout doucement. Je pense pas qu'on n'a pas dû dépasser les 5 km/h sur ces véhicules.
Donc voilà, il y a une certaine composante sonore, il y a du moteur, et ensuite le véhicule se déplace. Je ne sais pas si l'autre enceinte fonctionne. Ouais. Donc il a dû passer. Oui, parce que moi je l'ai entendu qu'ici. Et un autre véhicule, donc celui-là, un véhicule sans moteur. Il est passé. Et finalement, il y a une vraie différence de contenu, de qualité sonore entre les deux. Sur le premier véhicule, la composante principale, c'est le moteur qui annonce la présence du véhicule. Le moteur a démarré. Et je suis pas, on pourrait faire un sondage, mais qui avait fait attention qu'il y avait des gravillons sur la route sur le premier son? Quelques-uns, beaucoup, la majorité. Sur le deuxième, qui a fait attention qu'il y avait des gravillons sur la route? Voilà, donc finalement, peut-être que le design sonore, il sera plus tellement sur les véhicules, sur les sonorités de moteur, mais aussi sur la qualité des revêtements et sur le type de revêtement. Donc il faudra travailler. Voilà. Merci. Merci Gaël Guader. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Excusez-moi, ça n'a peut-être pas un rapport immédiat, mais pourquoi la marche arrière a-t-elle un son très particulier par rapport à la première? On entend tout de suite un véhicule recule ou avance même lentement. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que les sources principales du moteur, donc le moteur, l'échappement et l'admission, ne sont pas positionnés géométriquement de façon identique par rapport à vous. Donc, il y a déjà une première différence de ce point de vue-là. La deuxième différence, mais qui est en train de disparaître, c'est les formes de pignons pour les boîtes de vitesse, qui, alors je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de boîtes de vitesse avec des marches arrière, avec des pignons droits, donc qui font un sirénement, ça s'appelle un sirénement, voilà. Mais c'est en train de disparaître. J'ai un petit commentaire à faire pour faire la liaison avec vos remplaçants. Quand je suis arrivé à Automoto au début des années 90, on avait un niveau de bruit donné pour une très très grande limousine de très très grand luxe. Quand je suis parti d'Automoto l'an dernier, ce niveau de bruit il était atteint et était même jugé pas très 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 bon pour une voiture de type citadine, c'est-à-dire qu'on était autour de 70 décibels à 130 km/h. En fait, ça a complètement changé. Et ce que j'ai vu monter donc dans le même temps, c'est des gens qui se plaignaient de ne plus percevoir la vitesse. Et ça, c'est devenu un autre enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait du silence, on a éliminé les bruits de moteur, après ceux de roulement, après ceux de suspension, et après les bruits aérodynamiques. Et on a des gens qui se disaient qu'à 130 km/h, ils avaient l'impression de se traîner à 90 km/h. Et je crois qu'on va en parler dans la deuxième partie. Oui, je voulais vous poser la question encore quand même sur la dernière intervention que vous faites. Les bruits de gravier, c'est très bien, mais à condition d'avoir des graviers. Hein. Donc là, vous nous avez choisi un exemple intéressant, mais bon, les graviers, il n'y en a pas partout. Le bitume ne fait pas de bruit, hein, donc surtout pas au ralenti. Alors comment vous y prenez là? Comment ça se passe? Alors, je suis pas sûr de saisir la question. Effectivement, il y avait des graviers sur la mesure. Oui, j'entends bien, mais si vous n'avez pas de gravier, on arrive encore à des bruits qui sont au niveau de bruit qui sont extrêmement faibles, précisément, et qui sont peut-être pas suffisamment éloquents pour pouvoir signifier l'arrivée de la voiture. On a en ce moment des actions de recherche sur les indices qui nous permettent de détecter. Voilà, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Oui. Ça reste pour l'instant les travaux de recherche sur ces indices-là. On a et en particulier fait des enregistrements de réponses de sujets, de temps de détection. C'est des phases encore amont. On est en ordre de bataille, on est prêt à répondre. Et il y a un certain nombre de discussions au niveau européen, à l'ONU, pour quelle serait la normalisation, la norme à appliquer pour ce type de véhicule. Alors, ce serait une décision qui serait prise au niveau de l'ONU, alors du coup. Donc, on est tout à fait au niveau international. Alors, je ne suis pas dans les instances qui prennent les décisions, ouais, mais c'est très en tout cas, il y a une vraie contribution de Renault sur cette prise de décision, en tout cas, sur amener des éléments techniques, scientifiques, précis, sur la détection. Le côté silencieux de ces véhicules est-il un danger? Comment le traiter d'un point de vue spectral, d'un point de vue
acoustique. Voilà. On n'a pas les... Oui, parce que le linceul de la ville, ce niveau de bruit de fond qu'on a en permanence, là, qui nous enveloppe tous, qui doit situer à 60 dB à peu près, hein, une voiture électrique, là, dans tout cela, effectivement, n'est forcément pas entendu du tout. Donc il va bien falloir résoudre ce problème-là, vous le savez bien. Et donc il y a des recherches chez vous qui sont réalisées sur un sonal, sur une manière, effectivement... Ce qu'on sait, oui, c'est qu'il y a un certain nombre de rapports qui sortent, en particulier aux États-Unis où il y a une avancée intéressante sur ces rapports, le rapport de la NHTSA qui montre un impact des véhicules silencieux sur l'accidentologie générale. La façon de répondre est, à ma connaissance, pas figée. Et la norme, il y a des travaux en cours sur la normalisation et sur ces perceptions acoustiques, ces perceptions sonores. Merci.